Très bien, donc bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau séminaire quantique de l'ONERA. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascale Senla. Donc Pascale est directrice de recherche au CNRS, chercheur au C2N, donc le Centre de nanosciences et nanotechnologie de l'Université Paris-Saclay. Et Pascale est donc spécialiste mondialement renommé pour ses travaux sur les sources de lumière quantique à forte brillance, donc photons uniques, photons intriqués, à l'aide de boîtes quantiques dans des semi-conducteurs, qui lui ont notamment valu la médaille d'argent du CNRS en 2014. Voilà, Pascale est également cofondatrice d'une start-up, la société Candela, qui commercialise ces sources de quantiques. Et finalement, Pascale est aussi en charge, ce qu'il occupe beaucoup actuellement, du Centre donc, en sciences et technologies quantiques de l'Université Paris-Saclay, auquel l'ONERA est associé, et dont la création est bien en phase avec l'annonce du plan quantique national qui a lieu au C2N la semaine dernière, et dont peut-être on dira deux mots dans la discussion, je ne sais pas. Donc Pascale, je te laisse la parole, et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, merci beaucoup Sylvain pour l'invitation. Je vais faire une toute petite correction à ce que tu as dit, juste parce que le centre quantique de Saclay, Quantum, le centre pour les sciences et technologies quantiques de l'Université Paris-Saclay, créé au départ d'une initiative de l'Université Paris-Saclay, et maintenant le centre quantique de Saclay, de Paris-Saclay, qui rassemble les forces des différents organismes de recherche, l'université et l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà. Juste, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent que je fasse le séminaire en anglais? If you don't speak French, you can tell. I can do it in English. It's just please don't be shy. I don't care. No? Ok. Allez, va pour le français. Donc, je vais partager mon écran. Ça marche? Ouais. C'est bon? Il faut que tu mettes Power. Ouais, voilà, parfait. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Ça me fait très plaisir de présenter les activités de recherche de mon équipe au sein du séminaire quantique de l'ONERA. Je trouve que cette initiative, d'ailleurs, de l'ONERA est une très bonne initiative pour animer l'écosystème. Et donc, je vais vous présenter les travaux qu'on fait au Centre de nanosciences et de nanotechnologie, dont vous connaissez maintenant le beau bâtiment. J'imagine que vous avez vu les photos de l'annonce du plan quantique la semaine dernière, où on a vu un certain nombre de photos prises dans ce joli bâtiment tout neuf dans lequel nous sommes depuis fin 2018. Donc, dans mon équipe, on travaille à générer, et je devrais aussi ajouter manipuler, de la lumière quantique pure, et je vais préciser ce que veut dire le mot pur, avec des composants semi-conducteurs. Donc, en un slide, vous donnez une image de ce qu'on fait. On fabrique des puces de type semi-conducteur ordinaire, de type 3,5, matériau 3,5. Ces puces, est-ce que vous voyez ma souris en fait? Oui, on la voit, oui. Ouais. Ces puces ici, si vous faites un zoom avec un microscope optique, en fait, vous pourriez voir ces structures en forme de roue qui font un diamètre de l'ordre de 25 microns, qui sont des cavités optiques qui confinent la lumière. Et si on était capable de voir la structure interne, on verrait qu'en fait, cette structure est un peu plus complexe et contient en son centre une boîte quantique unique qui est un atome artificiel. Et c'est cet atome artificiel qu'on utilise pour générer des photons uniques, des photons intriqués, mais aussi pour manipuler des photons uniques, des photons, des champs de lumière classiques et les transformer en champs de lumière quantiques. Alors, en introduction, un mot sur le rôle de la lumière dans les technologies quantiques. Alors, je sais que vous avez eu des séminaires d'autres opticiens, hein, donc il y aura probablement des redites. Malgré tout, c'est pour positionner notre activité, la motiver, et voir un peu comment nous, qui générons des photons uniques d'une façon particulière, se positionnons. Donc, si on pense à la lumière, évidemment, comme dans la communication classique, la lumière va jouer un rôle très important dans les communications quantiques. Vous savez bien sûr qu'il y a un domaine des communications quantiques qui est la distribution de clés cryptographiques. Et pour cela, en fait, la plupart des démonstrations ont été faites avec des lasers atténués ou des états Leur, des decoy states, où il y a même des protocoles à partir de la lumière comprimée dans le domaine des variables continues. Malgré tout, on sait que si on veut aller à longue distance,
ou à très fort débit, avoir des sources de photons qui émettent des sources de lumière qui émettent des photons un par un serait un avantage concurrentiel évident. Au-delà de ces de la distribution de clés, il y a évidemment tout le domaine des réseaux de communication quantique, où là, l'enjeu, c'est de connecter entre eux divers lieux géographiques ou divers systèmes quantiques, 2 ordinateurs quantiques, par exemple, ou un ordinateur et un capteur quantique, etc., où là, l'enjeu, c'est de distribuer l'intrication sur de multiples lieux. Donc, sur ces systèmes de réseaux quantiques, de communication quantique, dont on parle des fois sur le mot très pompeux d'Internet quantique, il y a beaucoup d'architectures qui sont développées pour réfléchir à comment construire de tels réseaux. Je les classe ici en 2 grosses catégories. Il y a les réseaux qui sont basés sur des mémoires quantiques, où on va stocker l'information localement pendant que le photon va se propager vers un autre lieu avant de réaliser des opérations. Ou il y a un autre concept qui a été introduit plus tardivement, qui est basé sur la mesure, où cette fois-ci, on va créer des états de lumière à beaucoup de photons qui seront intriqués de manière très redondante. Le petit schéma que je vous présente là, chaque rond représente un photon, chaque trait représente un lien d'intrication. Et vous voyez qu'il y a une redondance extraordinaire dans l'intrication, ce qui permet, en construisant l'état de façon astucieuse, de réaliser des opérations de communication quantique, de relais quantique à longue distance. La lumière est évidemment aussi explorée, utilisée pour faire des calculs quantiques. Donc, la plateforme de calcul quantique à base de lumière présente des avantages très clairs et des défis très grands. Les avantages très clairs, c'est que dans toute la panoplie des bits quantiques qui existent, le photon est la particule sans masse, sans charge, qui n'interagit avec rien dans le vide. Donc, c'est le système par excellence qui ne souffre pas de décohérence. C'est un système, par ailleurs, où il est extrêmement simple de faire des portes logiques à 1 qubit, de passer de créer n'importe quelle superposition de 2 qubits, que j'appellerais par exemple H et V pour la polarisation. C'est une plateforme qui peut s'opérer à température ambiante, et tout ça peut se faire de manière intégrée en adaptant les outils de la photonique intégrée aux technologies quantiques. C'est enfin la seule plateforme de calcul qui, naturellement, se permettrait ce qu'on appelle le calcul quantique distribué, c'est-à-dire qu'il pourrait permettre d'augmenter la puissance de calcul en mettant en parallèle plusieurs processeurs quantiques. Alors évidemment, tout ça c'est très bien, mais il y a un avantage, un défi énorme, c'est de réaliser des portes logiques entre photons. Les photons, comme ce sont des particules sans masse, sans charge, n'interagissent pas entre eux, et donc le vrai défi, c'est de faire des portes logiques à 2 qubits dans cette technologie-là. Alors, malgré tout, le succès de cet ordinateur quantique optique ne se dément pas, et j'aurais dû rajouter d'ailleurs un élément. Donc, d'abord, il y a des startups qui ont été créées dès 2016 aux US, un peu plus tard ensuite au Canada et maintenant en Europe, pour réaliser un ordinateur quantique optique. La société PsiQuantum, ici, a levé rien de moins que 560 millions de dollars depuis 2016 pour faire un ordinateur quantique intégré sur plateforme Silicium, l'ordinateur quantique universel CMOS. Mais malgré tout, il y a énormément d'autres approches. Vous verrez, il y a énormément de saveurs possibles dans le développement d'un ordinateur quantique optique. Ce que j'aurais dû rajouter, et que peut-être vous avez entendu parler dans les journaux, c'est la démonstration à la fin de décembre 2020 de la supériorité, l'avantage quantique, suprématie quantique à base d'une plateforme de calcul optique rapportée par le groupe de John Weipan en Chine. Alors, pour faire toutes ces applications très intéressantes, il y a un défi majeur que je vais traiter essentiellement dans ce séminaire, c'est la génération de lumière quantique. De quoi s'agit-il? Alors, je m'intéresse ici à la source de lumière la plus conceptuellement la plus simple qui soit, qui est la source de photons uniques. C'est une source de lumière qui émet des impulsions lumineuses, et dans chaque impulsion, idéalement, je veux un seul photon. C'est ce qu'on appelle une source à la demande, donc avec une horloge. Je veux une horloge pour dire quand mes photons vont arriver. Et déterministe, ça veut dire que je suis sûre qu'il y a tout le temps un photon.
Bon, dans la vraie vie, on n'aura jamais une source avec 100% de probabilité d'avoir un photon. Et donc, une métrique très importante qui n'était pas adoptée par toute la communauté, mais qui commence à être adoptée par toute la communauté pour être capable de comparer les différentes performances des sources, c'est la probabilité d'avoir effectivement un photon par pulse, parce que quand vous n'en avez pas un, vous n'avez rien. Et donc, on se retrouve avec en fait simplement une absence d'information. Donc, dans la communauté des sources de lumière quantique, cette probabilité d'avoir un photon par pulse est souvent appelée la brillance. Pour savoir si l'on n'a jamais plus qu'un seul photon, une expérience très simple, c'est d'envoyer ce faisceau lumineux sur un cube séparateur, de mettre deux détecteurs derrière, même si, du point de vue quantique, la fonction d'onde du photon va être séparée entre deux états, les deux chemins haut et droite ici. Au moment de la mesure, on aura une projection du paquet d'ondes qui fera qu'on ne peut avoir un clic que d'un côté ou de l'autre et jamais deux clics en même temps. Cette mesure des coïncidences entre les deux détecteurs, on appelle ça les corrélations en intensité. On note ça le G2, la fonction G2. Et la caractéristique d'une source de photon unique, c'est que ce G2 doit être nul. On ne doit jamais avoir plus d'un clic à la fois sur mes deux détecteurs. Pour la plupart des applications, et c'est une première solution que la communauté a trouvée pour faire des portes logiques à base de photons, on va exploiter une propriété très fondamentale de la mécanique quantique, qui est les lois de symétrisation des fonctions d'onde quand vous avez des particules indiscernables. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement du fait que quand j'ai deux particules qui arrivent sur un cube séparateur, dans un monde classique, j'ai 4 possibilités pour la sortie. Ils sont tous les deux réfléchis, tous les deux transmis, ou l'un transmis et l'un réfléchi. Si maintenant, d'un point de vue quantique, ces deux particules sont absolument indiscernables, comme les deux électrons d'un solide, il est absurde de vouloir mettre une étiquette sur un photon ou sur l'autre, eh bien en fait, cette indiscernabilité des particules et le fait que les photons sont des bosons font que ces deux derniers termes ici, vous voyez, j'ai mis des additions, il y a 4 amplitudes de probabilité, les deux dernières en fait sont identiques et s'annulent. On a ce qu'on appelle ici une interférence quantique qui fait que mes photons vont sortir nécessairement ensemble, soit en haut, soit à droite, mais ils ne sortiront jamais séparément. C'est cette propriété qu'on exploite pour faire des portes logiques optiques, en exploitant le fait que si les photons sont indiscernables, c'est ce phénomène qui va se passer. S'ils ne le sont pas, eh bien, on va avoir une autre distribution des probabilités en sortie. Et en jouant sur ça, et avec des lames d'onde et des beam splitters et des polariseurs, on peut faire des portes logiques en post-sélectionnant les événements qui nous intéressent. Alors, pour savoir si mes photons sont indiscernables, si je suis dans une logique qui est la logique qui est la nôtre dans mon équipe de fabrication de composants fournissant ces photons indiscernables, eh bien le test, c'est exactement celui-ci, c'est très simple. J'envoie 2 photons générés par ma source, deux impulsions lumineuses, et à la sortie, à nouveau, je vais regarder les coïncidences, et si mes photons sont dans un état absolument identique, eh bien je n'aurai encore une fois jamais 2 clics entre les 2 détecteurs de sortie, qu'ils soient sortis ensemble d'un côté ou de l'autre. C'est ce qu'on appelle la discernabilité. Alors, les technologies quantiques optiques se sont développées, en fait, c'est une des plateformes de calcul et de simulation et communication, etc., qui a été la plus explorée dans les systèmes physiques, la première explorée, en fait, du fait de la simplicité de sa mise en œuvre, en tout cas par certains aspects. Et pour réaliser ça, en fait, 2 types de sources ont principalement été, un seul type de source a principalement été utilisé, c'est des sources qui sont réalisées à base de conversion de fréquences. Et donc, il faut bien dire que les 15 premières années du développement des technologies quantiques optiques ont été basées sur ces systèmes que je vais expliquer dans un premier temps. On va voir ensuite les limitations de ce système qui font qu'il y a eu en parallèle tout un développement technologique pour fabriquer des sources à base d'émetteurs quantiques uniques et que ce sont maintenant ces sources à base de ces émetteurs qui semblent permettre en fait un passage à l'échelle des technologies quantiques optiques. Alors, de quoi s'agit-il pour les sources à base de conversion de fréquences? C'est très simple, il s'agit en fait simplement d'exploiter par exemple des processus non linéaires d'ordre 2. J'envoie un laser sur un matériau qui présente une non-linéarité de type Ki2.
avec toutes les conditions qui vont bien d'accord de phase, je vais pouvoir générer un faisceau signal et un faisceau Heidler, donc des photons en fait émis par paire. Donc à faible puissance, si je pompe ce système très faible puissance, on peut décrire l'état à la sortie de mon cristal comme des états qui comprennent une part où j'ai de lumière où j'ai une paire qui a été créée, ou 2 paires qui a été créées, ou plus encore, etc. Mais si je pompe très peu, j'ai essentiellement une probabilité très faible de ne rien créer du tout. Mais c'est dans ce régime-là, vous allez le voir, qu'on doit se placer. Ce régime dans lequel j'ai une probabilité état carré d'avoir créé une paire, état puissance 4 d'en avoir créé 2. Et vous voyez que ça, ce n'est pas une source de photons unique, absolument pas une source de photons unique. La probabilité d'avoir vraiment une paire, c'est ce que j'appelais la brillance tout à l'heure, ça va être état au carré ici. Maintenant, comment je transforme ça en une source de photons unique? Eh bien, c'est le principe des sources annoncées. Je vais ajouter sur le chemin où le photon Heidler est émis un détecteur. Et ce détecteur mesurera un photon seulement si j'ai au moins une paire, donc une paire ou 2 paires de photons émis. L'action de ce détecteur, ici, de la mesure de ce détecteur, va en fait projeter le champ électromagnétique sur le chemin signal dans un état où j'ai en fait simplement supprimé le vide que dans la fonction psi que j'ai décrit juste avant. Donc après l'action de détection sur le chemin, je me retrouve avec un état quantique qui a cette forme-là, et en le normalisant proprement, donc j'ai simplement enlevé la probabilité d'avoir du vide, je sais que je n'ai pas de vide, j'ai au moins une paire, je renormalise cet état-là. Vous voyez qu'en renormalisant cet état-là, j'ai en fait un état qui est très proche de l'état de Fock, un photon pur, ce que je cherche à générer, mais il me reste malgré tout une toute petite proportion d'avoir 2 photons qui est en proportion, en fait, en amplitude, donnant une probabilité égale à état carré. Donc ça, cet état-là, c'est un état très proche de l'état d'un photon que je veux générer après la détection, après le processus d'heralding, d'annonce. Mais si maintenant je regarde la qualité de la source que j'ai produite, donc je peux avoir avec une grande probabilité, avec une grande assurance, un photon de l'autre côté une fois que j'en ai détecté un là, mais au départ, j'ai dû attendre d'avoir d'abord une paire émise. Et ensuite, si je regarde la probabilité d'avoir 2 photons, ce qui est un problème, eh bien, ce G2 de 0 que j'ai présenté tout à l'heure, qui doit être 0, ici, il vaut en fait 2 états carrés. Donc, pour avoir une source, une probabilité très faible d'avoir plus qu'un photon, je dois travailler avec état très, très, très faible. En gros, le taux d'erreur est donné par état au carré, et c'est ce taux d'erreur qui me donne au départ la probabilité d'avoir un signal tout court. Donc, vous voyez que ces sources ont des avantages formidables parce que c'est en fait une technologie quand même relativement simple. J'envoie un laser à température ambiante sur un cristal, il me faut juste un bon détecteur. Avec toutes ces technologies, il y a plein d'astuces qui ont été développées au fil des années qui permettent d'encoder la formation sur plus que des qubits, d'utiliser plusieurs degrés de liberté pour faire de l'encodage à plus grandes dimensions. La limitation absolument intrinsèque, c'est que l'efficacité de la source, qu'on appelle la brillance, elle est égale au taux d'erreur qu'on veut bien avoir. Donc, si on veut avoir un taux d'erreur très faible, on va avoir une probabilité très faible au final de récupérer un photon quand on en a besoin. Et ça, évidemment, c'est un problème quand on veut porter à l'échelle des technologies quantiques optiques où on a besoin de beaucoup de bits quantiques. Alors, il y a des solutions qui sont explorées et c'est ce qui est derrière la startup PsiQuantum dont je vous ai parlé tout à l'heure qui prévoit de faire tout ça sur une plateforme à base de silicium à partir non pas de Ki 2 mais de Ki 3. L'idée, c'est de fabriquer un très grand nombre de sources. Donc ça, c'est un papier dans le groupe Liam-Moseley ou à base d'autres systèmes pour générer des photons intriqués à base de silice. Ils génèrent énormément, comme ça, par des guides d'onde. Ils vont générer beaucoup de ces paires de photons avec une probabilité très faible. Donc chaque source a une probabilité extrêmement faible d'émettre un photon, mais comme j'ai un clic à cause du processus d'annonce du photon, chaque source est capable de dire « Hey, j'ai envoyé un photon » et on va pouvoir prendre le photon et l'emmener au bon endroit. Donc en gros, pour avoir un taux d'erreur de 1 pour 1000, on va fabriquer 1000 sources, sachant qu'il n'y en aura jamais plus d'une qui enverra un photon à la fois. Et on transforme le problème d'efficacité de chaque source en un problème de multiplexage d'un très grand nombre de sources.
Donc évidemment, c'est un problème qui multiplie les ressources, mais c'est un problème potentiellement, si on est capable de faire ça sur silicium de manière intégrée, etc., qui peut porter les technologies assez loin. Alors, avec le commentaire que le détecteur qui doit dire que le photon est là, doit avoir une efficacité proche de 100%. Alors, évidemment, il y a une autre façon de générer de la lumière quantique, et c'est ce qui a été démontré dans le début des années 80, notamment par Philippe Rongier et Alain Aspect, c'est d'utiliser un atome unique. On sait, depuis donc maintenant bientôt 40 ans, qu'un atome ne peut interagir qu'avec un seul photon à la fois. Donc ça, c'est un système parfait pour générer des photons uniques. J'envoie un laser, j'excite l'atome ne peut réémettre qu'un seul photon à la fois. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Ce dont on a besoin, c'est pas seulement d'un émetteur ponctuel qui va émettre un photon dans toutes les directions de l'espace, hein, ça serait pas du tout confortable. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir un émetteur ponctuel qui émet en fait ces photons tout le temps dans un mode optique bien défini. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue théorique, un atome unidimensionnel. C'est un atome qui n'interagit qu'avec un seul mode du champ électromagnétique. Alors c'est intéressant pour émettre de la lumière, on en parlera un peu plus tard, c'est aussi intéressant pour manipuler la lumière. Alors, comment fabriquer un atome qui émet un photon tout le temps dans la même direction, tout le temps dans le même mode optique? Eh bien, il faut contrôler l'émission spontanée de cet atome. Il y a en gros deux grandes approches pour le faire. Il y a une approche qui va être basée sur l'accélération de l'émission spontanée et une approche qui va être basée sur l'inhibition de l'émission spontanée. Donc, la première approche, c'est de placer l'émetteur quantique dans une cavité optique. En faisant ça, on va augmenter l'interaction lumière-matière précisément entre l'émetteur et le mode de la cavité qui nous intéresse, de sorte que l'atome artificiel ou l'atome tout court va émettre le photon beaucoup plus vite dans le mode de la cavité que dans les autres modes dans lesquels il peut encore émettre de la lumière. Et donc, si j'accélère l'émission spontanée dans ce mode d'un facteur Fp, c'est ce qu'on appelle l'effet Purcell, eh bien, je peux avoir une probabilité pour mon atome d'émettre le photon dans le mode en question qui va être donné simplement par Fp sur Fp plus 1, si par ailleurs je n'ai pas changé sa probabilité d'émettre dans les autres directions. Donc, vous voyez qu'en accélérant faiblement l'émission spontanée d'un facteur 10, par exemple, je peux espérer récupérer plus de 90% de la lumière dans une seule direction et faire une source de lumière extrêmement efficace par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les sources à conversion de fréquence. Ça, c'est une première méthode. C'est la méthode qui est adoptée dans mon groupe. L'autre méthode a été proposée notamment par Jean-Michel Girard à Grenoble, c'est d'inhiber l'émission spontanée. Donc, l'idée, cette fois-ci, c'est par exemple de mettre la boîte quantique dans un guide d'onde semi-conducteur très petit qui ne soutient qu'un seul mode. Et dans ces systèmes-là, en fait, on a l'émetteur qui est dans une antenne diélectrique et on a un effet d'écrantage du champ électromagnétique par le matériau qui entoure l'émetteur, de sorte que, en fait, l'atome ne peut émettre que dans une seule direction et voit son émission dans les autres directions quasiment interdite. Alors, en rajoutant un miroir vers le bas, en faisant pas simplement un miroir, un guide d'onde, mais en rajoutant un miroir vers le bas, et puis en faisant une adaptation du guide d'onde pour faire que la lumière sorte de manière assez dirigée, eh bien, des très belles sources de photons uniques peuvent être faites aussi comme ça. Alors, ce que je viens de raconter là sur les atomes, en fait, peut être décliné avec énormément d'atomes artificiels. Et là, je fais une liste un petit peu, pas exhaustive, hein, mais donne un aperçu de la communauté. Donc, la communauté des boîtes quantiques semi-conductrices est très développée sur ce sujet-là, et en particulier en Europe et aussi en Asie. Il y a bien sûr des travaux qui sont faits aussi avec des défauts dans le diamant, mais aussi plus récemment, on a vu des belles démonstrations avec des nanotubes de carbone, des défauts dans les nanotubes de carbone, ou dans des matériaux 2D, ou des ions de terre rares dans différentes matrices, ou des molécules dans diverses structures. Alors, je vais vous présenter la plateforme qu'on utilise nous, notre plateforme atome-photon, nos interfaces atome-photon à base de semi-conducteurs, où la première étape, c'est la croissance des matériaux semi-conducteurs. Vous voyez ici une chambre de croissance par épitaxie par jet moléculaire, dans lequel on a un ultra-vide à 10-10 torr, et dans lequel on a les matériaux purs, le gallium, l'aluminium, l'arsenic, qu'on va chauffer pour
et évaporer, émettre, je ne trouve pas les mots en français, les atomes dans le vide qui vont venir se déposer sur un substrat à plus basse température ici. Et j'ai ici la possibilité d'ouvrir ou de fermer des caches pour faire croître, par exemple, dans cette image-là, je fais croître de l'arsenure de gallium, mais je peux fermer ce cache-là, ouvrir celui-là et faire croître de l'arsenure d'aluminium. Cette étape de croissance que je viens de décrire, en fait, va être la première étape pour notre système. Ça va être des super réseaux entre du GAS et de la LAS. Donc, vous voyez ici sur une très belle image microscope électronique à transmission. Et c'est le premier ingrédient qu'on va utiliser pour fabriquer des miroirs interférentiels à base d'aluminium, d'ALAS, GAS, d'indices optiques différents qui nous permettent d'avoir des très grandes réflectivités. On va empiler 2 de ces miroirs entourant une cavité de GAS, et ça va nous permettre, selon la courbe bleue, de piéger la lumière dans la direction verticale. Dans l'autre direction, on va graver la structure pour faire des piliers qui vont faire quelques microns de large, de diamètre. Et dans l'autre direction, on va avoir un confinement de la lumière, exactement comme dans une fibre optique. Donc au final, avec ça, on fabrique des cavités qu'on appelle micropiliers, qui permettent de piéger la lumière dans les 3 directions de l'espace et donc de renforcer l'interaction lumière-matière si je place maintenant un émetteur au centre de ce micropilier. Nos émetteurs, c'est les boîtes quantiques semi-conductrices. On les obtient cette fois-ci en faisant croître de l'arsenure d'indium sur de l'arsenure de gallium, 2 matériaux cristallins qui ont des paramètres de maille différents. De sorte que quand j'essaye de faire pousser l'un sur l'autre, eh bien, le matériau du dessus va essayer de se conformer au réseau du substrat et va en fait peiner va vouloir minimiser son énergie. Il peut le faire de 2 façons, mais si on fait les choses bien, dans les bonnes conditions de température et de pression, on va avoir une relaxation élastique qui va donner lieu en fait à l'apparition de petits îlots d'arsenure d'indium au-dessus de l'arsenure de gallium. Donc on voit ici ces îlots il y a très longtemps, donc au Clé de Bagneux, quand c'était Jean-Marie Moison, Jean-Yves Marzin et Jean-Michel Gérard qui les étudiaient. On voit ici une image au microscope électronique à transmission. Donc la taille typique, c'est 20 nanomètres dans une direction, 3-4 dans l'autre. Et l'identification de ces petits puits de potentiel dans les matériaux semi-conducteurs comme étant des atomes artificiels a été réalisée en 2 moments importants dans l'histoire de la communauté. D'abord par Jean-Yves Marzin en 1994, quand ils ont isolé l'émission d'un seul de ces émetteurs. Et puis en 2000, quand il a été montré pour la première fois que ce système, en fait, est un atome artificiel qui émet des photons 1 par 1. J'illustre ici, en fait, la propriété essentielle qui fait que ce système émet des photons 1 par 1. C'est que donc, je crée des excitations élémentaires dans le semi-conducteur. Donc, je crée des paires électrons-trous. Et ce qui se passe, c'est que quand je mets une paire électron-trou ou 2 paires électrons-trous, avec le principe d'exclusion de Pauli, je peux mettre ici 2 électrons et 2 trous tant que les spins sont opposés. Eh bien, en fait, ces 2 transitions ici vont pouvoir émettre de la lumière, mais le feront à des longueurs d'onde différentes parce que j'ai ici piégé 1 ou 2 paires électrons-trous dans un volume infime, très petit, et donc l'interaction coulombienne joue un rôle très important et fait que, en fait, les photons sont émis à des fréquences différentes. Donc, si je sélectionne une seule fréquence, j'ai un seul photon émis qui correspond à 1 paire électron-trous. Alors, pour faire des sources de photons uniques intéressantes avec ça, il faut donc extraire les photons en plaçant la boîte quantique dans une cavité. Et le défi technologique auquel on a fait face, c'est l'idée que les boîtes quantiques, en fait, poussent naturellement de manière aléatoire. Et en réalité, on a besoin de mettre une seule boîte quantique au centre d'une cavité pour avoir une source de photons efficace. Parenthèse, les gens qui font de la croissance ont travaillé très dur pour contrôler la position de croissance des boîtes quantiques. Et c'est une recherche qui est difficile, qui a donné des beaux résultats d'un point de vue des images et de la génération des matériaux, mais les qualités optiques de ces sources ne sont pas encore au niveau des sources naturelles. Donc en fait, la communauté de plus en plus s'accommode de la position aléatoire des émetteurs et modifie sa technologie pour s'en accommoder, comme ce que nous avons fait dans notre équipe dans les années 2010. Donc ce que vous voyez ici, c'est une technique qui permet de résoudre ce problème, c'est de faire croître par épitaxie le miroir interférentiel GAS à LAS, puis croître les boîtes quantiques qui ont une position spatiale aléatoire et spectrale aussi aléatoire,
On dépose ensuite le deuxième miroir interférentiel. Et puis, l'idée de notre technologie, c'est on va en fait faire de la lithographie à basse température. Donc, on va déposer une résine photosensible pour dessiner la cavité centrée sur les boîtes quantiques. Donc, on prend cet échantillon, on va le mettre dans un cryostat à 4 Kelvin et on va faire de la spectroscopie, c'est ce qu'on fait le mieux. On va exciter l'échantillon, trouver, grâce à des déplacements piézoélectriques, un émetteur, placer l'émetteur sous les faisceaux laser et collecter l'émission de la boîte quantique. Donc, je vois une raie très fine d'émission qui apparaît dans mon spectre. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de déplacer en fait un objet de taille nanométrique, la boîte quantique, dans un faisceau laser qui, lui, a une taille limitée par la diffraction. Rien de spécial. Simplement, quand la boîte quantique se trouve au milieu de ce faisceau laser, en fait, elle voit plus de lumière que quand elle est au bord, et donc, elle est plus excitée et elle va émettre plus de lumière elle-même. Donc, en faisant simplement une cartographie de l'émission de la boîte quantique en fonction de la position, eh bien, en fait, je reproduis grossièrement, c'est un peu plus subtil que ça, mais en gros, je reproduis le profil d'intensité de mon laser en regardant l'émission de ma boîte quantique. C'est un spot qui fait 1 micron de large, comme mon laser, mais je peux pointer le maximum de cette courbe avec une précision, en théorie, arbitraire. C'est juste une question de rapport signal sur bruit et de stabilité mécanique de mon setup. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis capable de positionner la boîte quantique au centre du faisceau laser avec une précision nanométrique. Autrement dit, je mesure la position de la boîte quantique par rapport à mon faisceau laser. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, on allume un deuxième laser, un laser vert qui est parfaitement superposé. En fait, c'est la seule partie difficile de la technologie. Bien superposé à l'échelle nanométrique, avec une précision nanométrique, un laser vert et un laser rouge. Ce laser vert, lui, définira un trou dans la résine centré sur la boîte quantique. Et c'est ce rond dans la résine, dans un premier temps, qui nous permettra de faire le masque, qui permettra de graver la cavité centrée exactement sur la boîte quantique. Donc ça, c'est le premier saut technologique qu'on a fait en 2008 qui nous permettait, alors que la plupart des groupes au niveau international jouaient encore au dé en fabriquant des milliers de sources, en étudiant des milliers avant d'en trouver une où il y avait une boîte. Nous, on a trouvé une technique qui nous permet de mettre la boîte au bon endroit, à la bonne longueur d'onde, et d'avoir le système, entre guillemets, idéal de façon contrôlée. Alors, à partir de ça, on a fait un premier travail qui a été en fait sur le développement de sources efficaces, juste l'efficacité des sources. Donc, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de la thèse d'Olivier Gazzano, que vous connaissez bien. Ce travail, on prend dans un premier temps ces piliers, on va vérifier que c'est bien des sources de photons uniques. Donc, je vous montre ici l'expérience que j'ai décrivée tout à l'heure. J'envoie mon faisceau de lumière, je mets 2 détecteurs à la sortie, j'excite l'émetteur toutes les 12 nanosecondes. Donc, je veux une source à la demande, donc avec une horloge qui me dit quand les photons vont arriver. Et ce que vous voyez ici, c'est que toutes les 12 nanosecondes, j'ai un pic parce que je peux avoir un clic qui vient d'un photon émis à l'instant T et un autre clic qui vient d'un photon émis à l'instant grand N fois T, un nombre de périodes plus loin, sauf le pic à délai 0 qui, en fait, lui, traduit la probabilité d'avoir 2 photons en même temps. Donc, vous voyez ici une très belle source de photons uniques avec une probabilité d'avoir plus d'un photon de moins de 1%. Mais ce qu'on a montré avec Olivier et qui a été une étape importante dans le développement de l'équipe, c'est le fait que, en regardant le nombre de coups qu'on a sur un détecteur en fonction de la puissance, donc en gros, j'augmente la puissance pour être sûr que ma boîte quantique va émettre un photon, je peux convertir le nombre de coups sur un détecteur en la probabilité d'avoir collecté un photon dans ma première lentille ici, et on a montré des sources qui avaient une brillance proche de 80%. C'est toujours l'état de l'art. Il y a eu une démonstration depuis d'une brillance d'un peu plus que 80%. C'est toujours l'état de l'art et comment faire plus n'est pas encore clairement défini. Ce qui a été en fait plus important pour la suite, c'est d'avoir un très beau contrôle de la pureté quantique des photons, de la discernabilité. Alors, on avait des premiers résultats de la discernabilité dans ce travail qu'on a fait avec Olivier, mais c'était peu reproductible. Alors, pour ça, il a fallu qu'on creuse un peu plus ce qui est au cœur de ce qu'on appelle l'indiscernabilité des particules. Donc, je vais reprendre ici un tout petit peu de manière didactique cette interférence à un photon.
à 2 photons, pardon, on l'a décrit de la façon suivante. J'envoie 2 états de Fock sur un beam splitter et quand j'écris l'opération de transformation par mon beam splitter, je vais trouver qu'à la sortie, j'ai 2 zéros ou 0,2 et puis ces 2 amplitudes de probabilité où j'ai un photon d'un côté et de l'autre s'annulent. C'est une première façon de décrire l'interférence quantique. Simplement, ce que je veux souligner ici, c'est que quand j'écris l'état de Fock de 1, je me place dans un formalisme qui est la seconde quantification, dans lequel j'écris mes états quantiques, psi, c'est un état de la lumière, comme une somme d'états à un photon, avec des coefficients ici C qui dépendent en fait du vecteur d'onde et de la polarisation des photons. Et donc, quand j'écris seulement 1, en fait, je décris qu'une seule fréquence. Je suis dans la base des ondes planes, et donc une seule fréquence correspondant par oméga égale CK au vecteur d'onde en question. Si j'écris, excusez-moi, je n'ai pas été claire, si je reviens ici et si j'écris simplement mon état quantique sous la forme de 1, je ne décris pas une impulsion lumineuse. Une impulsion lumineuse a forcément une largeur temporelle et donc une largeur spectrale. Je dois donc l'écrire comme la somme de différents états de Fock correspondant à différentes fréquences et c'est la population totale de mon état quantique qui doit être égale à 1. Donc l'état que je dois générer, ce n'est pas simplement l'état de 1 comme je l'écris très simplement sur ce petit schéma, c'est en fait un état plus subtil qui va avoir une somme en fréquence de différentes composantes de la lumière avec un photon au total au maximum. Alors ce que j'écris là, c'est un état pur au sens quantique du terme. Comment je passe de la description que j'ai faite de l'interférence quantique tout à l'heure, où j'envoie 1 et 1 à l'entrée de mon beam splitter, à la description avec cet état psi qui est l'état en fait que j'ai besoin de générer. Eh bien, en fait, je peux simplement redéfinir un nouvel opérateur qui sera en fait la somme des opérateurs de création avec les coefficients C ici. Et comme j'ai ces règles, comme ces coefficients C sont des nombres complexes et que j'ai cette normalisation ici, en fait, en faisant ça, je crée un opérateur qui, en fait, répond bien encore aux opérateurs de création de type boson. Et donc, je peux transformer cette écriture de psi en disant que c'est en fait un état 1, en décrivant la création sur le vide de l'application sur le vide de mon opérateur de création B croix. Et je peux reprendre complètement ma description ici, mais cette fois-ci avec vraiment un mode, la création d'un photon dans ce que j'appelle un mode optique. Et j'ai défini par cet opérateur un mode. Alors pour ça, il faut que le mode puisse être défini, c'est-à-dire que j'ai une définition univoque de mon opérateur B. Et ça veut dire qu'en fait, je dois tout le temps créer la même superposition de ces différentes composantes en fréquence. Ça veut dire en mécanique quantique que je dois avoir une évolution unitaire de mon système. Je dois créer un état pur, ça veut dire une évolution unitaire de mon système, de mon atome, avant qu'il émette de la lumière. Unitaire, ça veut simplement dire que tout est réversible. Donc, si j'ai n'importe quel processus de collision, n'importe quel processus de dissipation dans un univers très large où le processus de retour ne va jamais avoir lieu, de dissipation, donc, je ne vais m'éloigner de cette évolution unitaire et je ne générerai pas des photons dans un état quantique pur, qui sont en fait les photons qu'on appelle indiscernables. Alors, cette contrainte, donc je m'excuse pour cette présentation un petit peu scolaire, mais je pense que c'est la bonne façon de bien comprendre les défis qu'il y a derrière la génération de particules dans un état quantique pur. Et d'autant plus quand on essaie de générer cette lumière avec un système à l'état solide. Donc, même si les matériaux que nous utilisons sont extrêmement purs, il y a toujours possibilité d'avoir un bruit électrique, c'est-à-dire un piège plus ou moins loin de la boîte quantique dans lequel on va avoir une fluctuation de charge. De même, par rapport à un atome pur isolé dans le vide, un atome artificiel va être dans une matrice qui va vibrer. C'est encore une source de dissipation de l'information qui va être contraire à la génération de photons indiscernables. Et puis enfin, il y a les processus de création et de relaxation des porteurs. Les processus avec lesquels on va créer les porteurs et les amener vers l'état fondamental de notre système, où il va émettre des photons, ces processus doivent être absolument contrôlés de bout en bout de la chaîne. On doit tout le temps contrôler l'évolution temporelle de notre système. Alors, on a, au fil des années, réduit ces différents problèmes. La première chose qu'on a fait, c'est de réduire le bruit de charge. Et pour ça, on a
utiliser tous les outils de la microélectronique pour insérer nos émetteurs dans des structures dopées de type diode. En appliquant comme ça un champ électrique, on a la possibilité d'appliquer un champ électrique autour de la boîte et de balayer les éventuelles charges qui viendraient aux alentours, créer un bruit fluctuant. Pour ça, on a modifié un petit peu notre géométrie, notre technologie. Au lieu d'avoir des micropiliers, comme je le présentais tout à l'heure, circulaires, en fait, on a toujours la boîte quantique, on a toujours les miroirs, on a toujours les micropiliers, mais on va ne plus graver tout autour. On va garder ici des bras qui vont connecter ce pilier ici à une surface plus grande pour être capable de faire un contact électrique. En gros, ce que je veux dire ici, c'est que je ne peux pas faire un contact électrique en haut de mon micropilier qui fait une taille de 2 microns. Ça, c'est juste pas possible en technologie. On déporte le contact électrique en gardant une structure monolithique. On fait toujours ça avec la technologie de lithographie in situ qu'on avait inventée en 2008. C'est-à-dire que maintenant, on trouve la position de la boîte quantique optiquement et on dessine n'importe quel schéma dans la résine. Donc là, on voit la preuve que la boîte quantique est au centre. Et vous voyez maintenant la nouvelle génération d'échantillons où on a ces petites structures en forme de roue qui nous permettent en fait d'appliquer un champ électrique et de contrôler l'environnement électrostatique de la boîte quantique tout en la mettant dans une cavité optique. Avec cet outil-là, on a en plus un outil qui nous plaît beaucoup qui est la possibilité d'accorder la longueur d'onde des boîtes quantiques. Donc vous voyez ici le signal émis par un émetteur, par un de ses composants. Quand on a mis le laser à une certaine longueur d'onde, je trace ici le signal émis par le composant en fonction de la tension appliquée. Et vous voyez cette petite raie violette ici qui se déplace spectralement en fonction de la tension appliquée pour venir en résonance avec le laser. Donc ça nous permet d'accorder très finement la longueur d'onde de nos boîtes quantiques et de générer efficacement des photons uniques. Et ça, c'est un outil aussi très important pour toute la suite. Deuxième aspect, le couplage avec les vibrations du cristal. En fait, on a compris, en faisant des études du couplage des émetteurs aux vibrations, que notre technique de mettre la boîte quantique dans une cavité nous permettait aussi de nous affranchir largement de l'interaction avec les phonons. Ça, c'est une étude qu'on a fait avec un soutien théorique du groupe d'Alexia Ofev à Grenoble. En l'absence de cavité, si on met la boîte quantique dans le matériau massif, elle va avoir une probabilité d'émettre à sa fréquence intrinsèque dans ce qu'on appelle la raie zéro phonon, qui apparaît ici comme une raie très étroite sur le spectre. Mais il va aussi y avoir possibilité d'émettre sur un spectre plus large que vous voyez ici, dans ce qu'on appelle les ailes de phonons. C'est simplement des processus dans lesquels les porteurs interagissent avec les phonons en même temps qu'ils émettent de la lumière. Et donc, ils vont pouvoir céder de l'énergie au cristal ou en absorber en même temps qu'ils émettent de la lumière. Et tous ces processus-là sont absolument à bannir pour avoir des photons indiscernables. Quand on met en place l'effet Purcell, on va mettre en résonance la raie zéro phonon avec un mode de cavité. Et quand on fait ça, on accélère très fortement l'émission de la raie de zéro phonon dans la cavité, mais on n'accélère presque pas l'émission des ailes de phonon. Et donc, on va en fait créer à nouveau un effet de balance, de chemin préférentiel pour relaxer l'énergie. L'émetteur va bien plus émettre dans la raie zéro phonon que dans les ailes de phonon. Et si on calcule le spectre résultant, on voit qu'on a une baisse dramatique de la fraction des ailes de phonon sur le processus d'émission grâce à la cavité. On voit aussi qu'on a élargi la raie d'émission de la raie zéro phonon. Et ça, c'est en fait le deuxième effet positif de cette approche. En faisant ça, en fait, simplement, on accélère le temps de l'émission spontanée. Et ça veut dire qu'on laisse moins le temps aux porteurs d'interagir avec le système. Donc là, on combat d'autres effets de déphasage qu'on appelle le déphasage pur. Alors, ça, c'était des calculs. Je vous montre qu'expérimentalement, on a effectivement mis en évidence ces effets assez récemment. En fait, on a compris pourquoi nos sources marchaient si bien après. Et on l'a confirmé par cette étude où on montre qu'effectivement, on a une très forte suppression de l'émission des raies de phonons dans les ailes de phonons qui nous permet en fait de travailler à des températures relativement élevées pour des technologies quantiques aux alentours de 10 Kelvin et non pas de descendre à des températures très proches du zéro absolu. Enfin, le dernier ingrédient qu'on a mis en place pour avoir des photons parfaitement indiscernables, c'est de mettre en place un processus où on contrôle complètement l'étape de création des porteurs dans l'état excité. Donc, je résume ma boîte quantique ici à un système à 2 niveaux.
je veux que mon processus d'excitation qui m'amène mon émetteur dans l'état excité soit parfaitement contrôlé. Bon, c'est quelque chose qui est bien connu en physique atomique, c'est ce qu'on appelle le contrôle cohérent. Simplement, j'envoie une impulsion lumineuse et en fonction de l'amplitude de l'air de mon impulsion, je vais emmener mon système dans l'état excité ou revenir vers l'état fondamental, etc. C'est ce qu'on appelle faire des oscillations de Rabi. Donc, vous voyez ici, en fait, une courbe qui montre des oscillations de Rabi, avec des oscillations qui sont amorties. Alors, je vais revenir dessus. Mais une première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on inverse notre système quantique avec un impulsion laser qui, en fait, comprend moins de 10 photons. Donc, cette courbe vous montre aussi qu'on a une interface extrêmement efficace entre le mode de la cavité et la boîte quantique. Alors, pourquoi les oscillations sont amorties? Ça pourrait être un signe de décohérence de notre bit quantique. Pas du tout. C'est de la décohérence, certes, mais c'est de la décohérence qui est liée à l'émission spontanée. Donc, évidemment, moi, je veux récupérer des photons, que mon système retourne vers l'état fondamental par émission d'un photon. C'est exactement ce que l'on cherche et c'est pour ça qu'on a une décroissance des oscillations de Rabi ici. Une fois qu'on a combiné tous ces ingrédients, en fait, on a refait en 2016 des études sur l'indiscernabilité des photons et on a été formidablement surpris par ce que nous avons observé. On a donc fait cette expérience où on envoie ces deux photons émis dans le temps, l'un après l'autre par la même boîte quantique. On les fait se rejoindre au même instant sur le cube. Le cube, on va faire l'interférence quantique que je décris depuis tout à l'heure. Et on doit tester le fait que les photons sortent ensemble, d'un côté ou de l'autre, mais jamais séparément. Donc jamais 2 clics à la fois. Et sur cette courbe, comme sur la précédente, il y a des pics qui apparaissent pour des délais entre les deux photons qui ne sont pas zéro. Mais ce qui était très spectaculaire, c'était d'observer l'absence parfaite de pics ici à 0 délai, qui montrait une indiscernabilité en fait très proche de 1 pour la première fois, pour une source qui était brillante. Alors, à partir de là, en fait, l'activité de l'équipe a notablement changé. En fait, on est parti sur pas mal de sujets en parallèle parce qu'on avait enfin dans nos mains un composant qui permet de faire des choses absolument nouvelles dans les technologies quantiques optiques. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on a été contacté par beaucoup d'équipes et c'est à cette époque-là qu'on a créé la startup Candela. Ça, c'est un dessin que j'aime beaucoup qui a été fait lors d'un symposium industriel en Allemagne organisé par Zeiss, où il y avait un cartooniste qui faisait des dessins pendant que je parlais et qui résumait mon histoire en disant le photon is single now, it will have a great future in quantum technologies. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on rentre de plus en plus dans le domaine des applications de nos sources et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Donc en 2016, quand on avait ces résultats-là, on avait mis sur une carte les sources qui existent pour faire des technologies quantiques optiques avec 2 axes. L'indiscernabilité des photons qui doit être la plus proche de 1 possible et l'efficacité de la source qui doit être la plus proche de 1 aussi possible. La source idéale est dans le coin en haut à droite ici. Les petits symboles gris en forme d'étoile, c'est les sources à base de conversion de fréquence. Et on s'arrête ici parce qu'au-delà de ça, en fait, le G2 de la source est très mauvais et donc on ne peut pas opérer ces sources au-delà d'une brillance de plus que quelques pourcents et déjà à quelques pourcents, ça fait des portes logiques de pas très bonne qualité. Les boîtes quantiques, la communauté des boîtes quantiques avait beaucoup progressé. C'était les symboles bleus qui sont présentés ici. Et puis, on a eu un saut technologique en 2016 où on a gagné avec ces points rouges ici que vous voyez là, plus d'1 ordre de grandeur sur la brillance des sources. La référence numéro 4 ici, c'est un autre groupe qui a obtenu des résultats au même moment, le groupe de John Wepagne avec des échantillons qui venaient de Würzburg en Allemagne, où ils ont même avaient des sources encore un peu plus brillantes. Donc, on est passé en fait de sources avec une brillance de l'ordre de 1% à des sources avec des brillances de l'ordre de 10 à 30%. Ça fait un facteur 10 par bit quantique. Si vous voulez faire un calcul quantique à n photons, à n qubits, ça fait un facteur 10 puissance n. Et vous voyez tout de suite que ce gain, d'un seul coup, change la donne pour faire des applications en technologie quantique. Alors, la première application qui a été adoptée par la communauté, c'est ce qu'on appelle le boson sampling. C'est un espèce de calcul quantique intermédiaire qui ne sert à rien pour l'instant. Enfin, au départ, qui ne sert à rien. Il commence à y avoir des idées. Mais c'est un processus qui a été proposé pour démontrer la suprématie quantique. Toute petite parenthèse, c'est exactement la même chose qui a été mise en place par Google en 2019 pour montrer la suprématie quantique. C'est un concept complètement équivalent.
Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'équivalent quantique de la planche à clous que vous voyez ici sur la gauche. Sur une planche à clous à gauche, si j'envoie une particule tout le temps au centre, à chaque intersection, elle va pouvoir rebondir à droite ou à gauche, et à la sortie, si j'en envoie plein, j'aurai une distribution gaussienne. Dans le cas du boson sampling, on fait un petit peu différemment. On va envoyer des photons, et au lieu que ce soit des clous, ça sera à chaque fois un beam splitter, exactement comme ce que j'ai présenté pour l'interférence quantique. Et au lieu d'envoyer tous les photons tout le temps à la même entrée, je vais envoyer des photons de manière dans toutes les entrées. Ce qui se passe, c'est que ces photons qui vont rentrer séparément vont se croiser à chaque intersection et vont subir cette interférence quantique dont on parlait avant. Et ce qui a été montré, c'est que la distribution de sortie, cette fois-ci, ne sera pas une gaussienne, mais aura une forme qui va être très difficile de prédire à partir du moment où j'aurai beaucoup de photons. Alors, ce qu'il y a derrière cette difficulté à prédire la distribution de sortie, c'est en fait très simple. C'est que quand je décris l'interaction entre deux photons ici à l'entrée et que je regarde la probabilité que je calcule ce que j'ai en sortie, en fait, je calcule le permanent d'une matrice de 2. C1, C4 plus C2, C3, à l'inverse du déterminant où j'aurai C1, C4 moins C2, C3. Le permanent d'une matrice de 2, comme ça, pas d'une matrice de 2, le permanent d'une matrice, c'est quelque chose qui devient très compliqué à calculer pour une grande matrice. C'est un problème qui tombe dans la catégorie des complexités NP. Il a été prédit qu'on ne saurait plus calculer la distribution de sortie, même avec les plus grands supercalculateurs au monde, avec 50 photons typiquement dans 200 modes. 200 modes, c'est les différents chemins d'entrée et de sortie pour les photons. Donc, vous voyez que si on peut s'approcher des 50 photons, eh bien, on aurait l'avantage quantique. C'est par hasard si ce chiffre est à peu près le même pour pour les qubits supra qui ont été utilisés pour la démonstration de la suprématie quantique de Google. C'est un protocole inspiré de ce premier protocole, proposé par le même théoricien, adapté au circuit quantique. Alors, côté photons, nous, on a donné une de nos sources en 2013, c'était aussi dans la cadre de la thèse d'Olivier, à Andrew White, et ils ont fait à partir de cette source qui n'était pas la meilleure qu'on avait, déjà, ils ont montré une accélération d'un facteur 100 du boson sampling à 3 photons. Nos concurrents chinois ont fait la même année 5 photons et ont montré une accélération d'1 million. Et le même groupe, à peu près le même mois où Google sortait la suprématie quantique, a démontré un boson sampling à 20 photons grâce au schéma que vous voyez ici, là, quelque chose d'absolument spectaculaire. J'aurais dû rajouter ici en fait un transparent pour dire que le même groupe a utilisé une autre façon de faire du boson sampling avec de la lumière squeezée. C'est plus compliqué, mais ils ont c'est plus ce qu'on appelle des photons. Ils ont utilisé d'autres états de la lumière et ils ont démontré la suprématie quantique toujours dans ce protocole qu'on appelle boson sampling, mais un nouveau type de boson sampling. Alors, inutile de dire que nous, on ne peut pas faire la concurrence à ce genre de choses-là dans les laboratoires académiques français. Pour faire du boson sampling avec autant de photons et avoir autant de miroirs sur une table optique, etc., il faut des moyens extraordinaires et en particulier, par exemple, beaucoup de détecteurs de photons, etc. Alors, nous, on se positionne sur quelque chose de complémentaire qui essaye de pousser la technologie à plus long terme. C'est comment intégrer combiner nos sources, non pas avec des dispositifs optiques complexes comme ça, mais plutôt aller vers des systèmes intégrés. Et ça, on le fait dans le cadre d'une collaboration en particulier avec Roberto Oselame et Fabio Scarino de l'université La Sapienza et de Rome. Voilà, et on a distribué comme ça, on a montré comme ça des interférences quantiques à 3 photons sur puce il y a 2 ans, et on augmente progressivement le nombre de photons. Et là, je vois que j'ai parlé 1 heure. J'ai parlé 1 heure et il me reste 1 heure moins 5. Oui, mais il me reste beaucoup de choses à raconter et donc je vais faire du tri. Si vous le permettez. Ce que je vais juste présenter en plus, c'est en fait une petite indication sur comment résoudre le problème que les portes photons ne sont pas efficaces. Et donc, en fait, pour avoir des portes, pourquoi les portes ne sont pas efficaces ? C'est que les portes logiques à base de photons que je vous ai présentées, elles sont basées sur l'interférence quantique que je vous ai décrite depuis le début. Elles sont basées sur le fait que quand j'ai 2 photons indiscernables, ils sont ensemble d'un côté ou de l'autre, et en jouant avec ça avec des lambdons, je peux faire des portes logiques. Mais
j'ai toujours cette double possibilité et vous voyez bien que je ne peux pas construire un système qui marche tout le temps. Et en fait, donc les portes ne fonctionneront jamais avec un taux de réussite supérieur à 50% à cause du principe fondamental qu'on utilise pour faire des portes logiques. Alors, il y a 2 solutions pour s'en sortir. La première, c'est de faire des non-linéarités à un photon. Et donc, en un seul mot, l'idée, ce qu'on veut, c'est créer un beam splitter, faire un beam splitter, un séparateur de faisceaux non linéaire, qui serait un séparateur de faisceaux. Quand j'envoie un photon, il est réfléchi. Quand j'en envoie 2, il y en a toujours un de réfléchi et un de transmis. Et avec le système qu'on a, en fait, quand j'ai introduit la notion d'atome unidimensionnel au début de ce séminaire, eh bien, en fait, on a tout pour faire ça, parce que comme l'atome ne peut interagir qu'avec un seul photon à la fois, si j'envoie 2 photons dans le mode, il va pouvoir interagir avec l'un, le réfléchir, et l'autre ne verra pas l'atome et sera donc transmis. C'est ce qu'on appelle des non-linéarités à un photon. Donc, juste rapidement, en fait, on peut mesurer avec exactement les mêmes composants que ceux que je vous ai présentés là. On a en fait mis en évidence des non-linéarités à un photon. Alors, juste pour vous montrer, si j'envoie un laser sur mon composant et que je récupère la lumière réfléchie, jusqu'à la longueur d'onde du laser, je vais avoir un creux de réflectivité qui correspond à mon mode de cavité. Là, je le fais dans un régime où j'ai éloigné spectralement mon émetteur quantique, ma boîte quantique. Je peux l'amener aux résonances en appliquant le champ électrique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et quand je fais ça, d'un seul coup, au lieu d'avoir un seul creux, ici, j'ai un pic. Et ce pic-là, en fait, c'est un miroir à un atome qui réfléchit jusqu'à 80% de la lumière. Donc, on a vraiment montré qu'on est capable de réfléchir la lumière à l'échelle d'un photon. Et ce qu'on a pu montrer, là, je vais passer, c'est si je regarde l'intensité réfléchie en fonction du nombre moyen de photons de l'impulsion que j'envoie, j'ai une non-linéarité qui apparaît, en fait, parce que au-delà d'un photon, je sature la transition atomique. Et vous voyez ici une réflectivité qui chute avec un seuil de non-linéarité qui est autour de 1 photon. Donc ça, c'est vraiment l'ingrédient de base qui nous permettrait de faire des portes logiques quantiques déterministes, efficaces. Alors, il y a encore énormément de travail pour le faire, mais c'est une première façon de résoudre le problème pour porter l'ordinateur quantique optique à grande échelle. La deuxième approche, c'est d'utiliser des états très intriqués, comme ceux que je vous ai présentés au début du séminaire. Si j'arrive à générer plein de photons intriqués les uns avec les autres, eh bien, je vais pouvoir, en fait, passer dans un autre mode de conception du calcul quantique, qui est un mode de conception qu'on appelle basé sur la mesure. Au lieu de générer des qubits individuels et de les intriquer et de faire des opérations entre eux pour les intriquer et faire le calcul quantique, l'idée, c'est de créer un état de la lumière où j'ai plein de photons qui sont très intriqués les uns avec les autres. Donc, ils sont déjà tous connectés les uns avec les autres. Et du coup, je n'ai plus besoin que faire que des opérations à un seul qubit. Ça, c'est ce qu'on sait faire très bien. Des opérations à 1 qubit sur les photons, c'est très facile. On a déplacé le problème. Il faut générer des états quantiques de la lumière où il y a plein de photons. En fait, il y a des solutions intermédiaires qui permettent de combiner à la fois les portes logiques et des états intriqués comme ça. Et c'est sur cette technologie-là, sur cette idée-là, que la société PsyQuantum a créé, base toute sa technologie d'ordinateur quantique optique universel à base de silicium. Alors, juste, on travaille à générer des états intriqués comme ça. Alors, juste, le concept de ce que nous avons fait l'an dernier, c'est en fait, je prends une source de photons unique qui génère des photons les uns avec les autres dans le temps, et en fait, on va envoyer ces photons dans une mémoire quantique qui va simplement être une ligne à retard, et je vais avoir ici une porte logique, et à la sortie de ce système-là, j'aurai des photons intriqués les uns avec les autres. Ça, c'est la première chose qu'on a mise en place avec ce collègue Haggai Heisenberg de l'Université de Jérusalem. Ils ont fabriqué quelque chose de très compact qui tenait dans une valise, et qui permet de faire ça, et juste en faisant ça, en combinant nos photons uniques avec leur petit rack dans lequel il y a simplement quelques composants optiques et des fibres, on a montré la génération de 4 photons intriqués les uns avec les autres, ce qu'on appelle des états de cluster linéaires. Et on va pousser ça plus loin en augmentant l'efficacité de chaque processus. Pour conclure, je vais esquisser juste quelques perspectives qui sont au cœur de l'activité de mon groupe actuellement.
La première, c'est sur la reproductibilité de la technologie et notre capacité à faire des sources toutes identiques les unes avec les autres. Quand j'ai parlé d'indiscernabilité depuis tout à l'heure, c'était les photons émis par la même source. Elle émet dans le temps, tout le temps, les mêmes photons. Mais j'aimerais bien sûr, pour porter tout ça à l'échelle, que sur cette image que vous voyez d'un composant d'une puce photonique de mon labo, que toutes les sources S6, S7, S8, etc. émettent le même état quantique. Donc, nous travaillons là-dessus. C'est un travail, on sait comment s'en approcher le plus possible. Il y a des beaux progrès en cours et c'est un défi important pour la porter à l'échelle de cette technologie. On continue à faire du calcul quantique sur puce. Et en particulier, ce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, en fait, on est aussi capable de créer, et c'est un joli processus qui découle des lois fondamentales de l'émission spontanée. On a montré qu'on pouvait créer aussi des états encodés dans le nombre de photons. On est capable de créer des superpositions entre l'absence ou la présence d'un photon. Et ça ouvre de nouvelles possibilités pour faire du calcul quantique, notamment du boson sampling avec d'autres stratégies d'encodage. De façon très importante aussi, nous sommes impliqués dans la génération de ces états intriqués de plusieurs photons, des états de cluster. Je viens de vous montrer qu'on avait une première technologie, avec une première approche avec nos collègues israéliens qui sont basés simplement sur des composants optiques linéaires. Mais pour faire des choses beaucoup plus efficaces, en fait, la clé, c'est de manipuler le spin d'un électron dans une boîte quantique et de l'intriquer avec les photons. Et ça, c'est un gros projet de l'équipe de générer ces états de façon très efficace via l'interaction spin-photon. Dernier point sur lequel on commence à travailler, c'est un domaine qui a été, en fait, je dirais, introduit en France par Alexia Ofev à Grenoble, qui s'interroge sur comment, maintenant qu'on veut fabriquer des machines quantiques, on doit décrire les lois énergétiques dans ces systèmes, et donc qui revisite les concepts de thermodynamique dans le domaine quantique où l'information est codée sur une particule unique. Et donc, on fait actuellement des expériences très fondamentales d'études de ces échanges d'énergie dans le domaine quantique. Et avec ça, je veux présenter mon équipe avec laquelle j'ai beaucoup de chance de travailler, notamment avec des collaborateurs de longue date comme Loïc Lanco, Olivier Krebs pour la partie spectroscopie ou Aristide Lemaître et Isabelle Sagne pour la partie technologie. Les jeunes qui ont contribué aux résultats que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les voyez ici, Hélène Olivier, Sarah Thomas, Tig Bongro, Marie Billard, Clément Millet, Ilse Mayette-Debuy, Elam Mehdi, Nathan Cos, Mathieu Aspon. Et puis, on a toute une activité qui s'est développée, portée par Daniel Kimura, qui est complémentaire, qui est sur un autre domaine avec lequel on a beaucoup d'interfaces, qui est l'utilisation des mêmes structures que je viens de présenter, les micropiliers, pour faire ce qu'on appelle de la nano-acoustique. Et donc, avec ces jeunes, notamment Martine Esman, Omar Ortiz, Anne Rodriguez et Priya, ils travaillent à notamment contrôler les modes de vibration au niveau quantique et de manière conjointe, on essaie de voir si on pourrait contrôler la façon dont notre émetteur se couple aux vibrations. Vous voyez ici les deux fondateurs de la startup Candela et puis bien sûr toutes les sources de financement que je dois remercier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Pascal. Exposé très, très pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Vous pouvez soit les poser sur le chat si vous préférez, soit prendre la parole directement. Alors, moi j'ai une question, Riyad. Oui, vas-y Riyad. Alors oui, merci Pascal, c'était brillant. J'ai trouvé ça un peu long peut-être, toi, mais moi pas du tout. C'était vraiment passionnant, merci beaucoup. Moi, alors, quelques questions. Le système de matériaux que tu utilises actuellement et les structures, les dimensions des structures qui sont faites, dis-moi si je me trompe, mais elles sont dédiées principalement à des gammes spectrales qui sont proches infrarouges. Oui. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce qu'il faudrait vraiment une sorte de révolution technique, je ne sais pas, pour passer à des gammes de longueur d'onde plus élevées? Est-ce qu'on voit même un intérêt applicatif éventuellement? Voilà. Télécom ou plus loin? Plus loin que télécom. Ouf! Je suis capable de répondre jusqu'à la longueur d'onde télécom.
Donc, il y a deux façons de répondre. Il y a le fait que on peut changer les matériaux pour changer les longueurs d'onde. Donc, dans mon labo, actuellement, on va plutôt de l'autre côté, on va vers le rouge. On est en train de faire… Donc là, les sources que j'ai présentées, elles émettent vers 930 nanomètres. Avec les mêmes matériaux, on peut aller de 890 à 960, quoi. Voilà. On peut, en changeant, avec les mêmes matériaux, en changeant un peu les techniques de croissance, on peut aller jusqu'à 1 micron 3, mais les photons ne sont pas super indiscernables. Par contre, on peut aller avec des matériaux un petit peu différents, mais qu'on maîtrise bien, on peut aller à 780. Ça, c'est bien pour les mémoires atomiques. Ça, c'est plutôt le truc sur lequel on est en train d'aller. On est en train d'aller à 780 parce que là, on a un chemin clair sur comment y arriver. Ça a déjà été fait. Ça n'a pas été fait de manière efficace. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des super boîtes quantiques à 780, qui ne les ont pas encore mis en cavité, nous, on doit pouvoir faire ça assez rapidement et c'est l'objectif. Aller à 1 micron 3, 1 micron 5, il faut changer de matériaux. C'est aussi un défi auquel s'attaque en fait plutôt la start-up de leur côté, en fait. Tu pourrais dire pourquoi 1 micron 3, 1 micron 5? Parce que j'ai compris pour 580, mais pour 1 micron 3, 1 micron 5, les applications. Ah bah télécom, hein, fibre optique. D'accord. Fibre optique. Et puis alors, au-delà, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, il y a un truc qui est très bien validé dans la communauté et sur lequel on aimerait beaucoup, il y a moyen de faire des choses, c'est évidemment d'utiliser la conversion de fréquence quantique. De convertir du photon unique, on met un laser et on l'emmène à la longueur d'onde qu'on veut. Donc ça, pour le coup, ça a déjà été fait de passer, en prenant un laser à 2 microns et en prenant nos sources à 930, on peut aller à 1 micron 5. Ça veut dire qu'à l'inverse, si on prend nos sources à 900, qu'on prend un laser à 1 micron 5 qui est télécom, on va faire du 2 micron 3. Voilà. Et en fait, c'était ma question. J'ai mal posé peut-être, mais sur le fait de combiner justement une longueur d'onde laser et vos sources de photons uniques, d'arriver à des longueurs d'onde autour des longueurs d'onde télécom. Est-ce que c'est le coût finalement ou l'encombrement, enfin le coût de tous les points de vue? Alors, pour nous, la vraie question, c'est à quoi ça sert des sources de photons uniques à 2 micron 3. Et je suis sûre que tu vas avoir une réponse qui est dans un domaine que je ne connais pas. Mais dans le domaine que moi je connais, je n'ai pas d'application. J'imagine qu'il y a des applications militaires probablement qui peuvent être liées à l'utilisation de photons uniques dans les longueurs d'onde infrarouges. Peut-être. Donc moi je pense qu'on peut faire ça. Je pense que c'est même pas forcément conceptuellement et expérimentalement pas super compliqué, sauf la détection. Je ne sais pas si on sait faire des détecteurs de photons uniques à 2 microns 3 ou à 3 microns. Mais bon, moi je trouve ça rigolo. Hein. Je pense que c'est… Sachant que les meilleures efficacités de conversion qui ont été démontrées jusqu'à présent dans ce genre de processus, c'est de l'ordre de bout en bout. Conversion de fréquence interne aux alentours de 80%, de bout en bout plutôt 40%. Ah, de bout en bout 40%, d'accord. Mais dans le sens 900 plus 2 micron 3 donne 1 micron 5. Hein. Mais bon, c'est juste de l'ingénierie cette partie-là. Enfin, je pense que… Voilà. Après, moi, je ne connais pas de détecteur de photons uniques à 2 micron 3, mais ça doit exister parce que les détecteurs supra qu'on utilise, qui sont à base de matériaux supraconducteurs, doivent pouvoir fonctionner à ces longueurs-là puisqu'ils sont basés sur une transition supranormale induite par un photon. Après, c'est vrai que le marché n'existe pas encore peut-être, hein, et du coup, n'a pas tiré les développements technologiques, mais il y a des détecteurs avalanche à base de mercure, cadmium, tellure, le fameux MCT. À ma connaissance, ils ne sont pas allés jusqu'au comptage de photons, mais je me trompe peut-être. Hein. Mais effectivement, il y a peut-être une question d'œuf et de poule, là, savoir si… Ouais. Mais moi, je pense que pour les technologies quantiques, de toute façon, il faut des détecteurs ultra efficaces, et je pense qu'on est à peu près convaincu que les détecteurs ultra efficaces dans ces domaines-là, parce que c'est l'efficacité du détecteur est aussi fait partie de la chaîne de sécurité dans la communication, etc. C'est les détecteurs supra. Mais je suis à peu près sûre qu'ils doivent pouvoir fonctionner dans la gamme. C'est un peu dans le même ordre d'idée, peut-être pour les applications auxquelles pense Riyad, je ne sais pas, mais il y a un paramètre qui revient assez souvent, c'est quand on cherche à un peu mettre les chiffres sur certaines applications, c'est le nombre de photons par seconde, le nombre de photons uniques par seconde qu'on peut générer. Ouais. Là, tu as parlé de brillance comme une quantité sans dimension, ouais. Qui est plus, je sais pas, un genre de fidélité de l'état. Non, c'est pas une fidélité. La brillance, c'est vraiment la probabilité d'avoir le photon quand tu le veux. D'accord, donc c'est lié au côté déterministe. Bah oui. Alors en fait, le nombre de photons par seconde, c'est une métrique. Alors justement, c'est là-dessus qu'on s'est un peu battu dans les différentes communautés pour être capable de comparer. Par exemple, il y a des gens, si tu fais des sources qui génèrent des photons en continu,
tu vas avoir un photon par temps de vie, par unité de temps que ça prend de générer un photon. Pour les technoquantiques, le photon en continu, c'est pas du tout intéressant. Tu as besoin d'avoir un qubit localisé dans un endroit, un endroit donné pour être capable de faire des opérations logiques, etc. Donc déjà, le photon par seconde, c'est une quantité qui a du sens, mais quand même, à mon avis, simplement qu'on a une horloge. Donc la question, c'est après, avec quelle horloge je vais pouvoir générer mon photon. C'est-à-dire je génère de l'information, je mets de l'information dans un photon, je vais faire ça avec une certaine cadence. Donc là, la grandeur pertinente complémentaire de ce que j'ai présenté et dont je n'ai pas parlé, c'est évidemment la durée temporelle des photons. Si mes photons sont très courts, je vais pouvoir en empiler plein dans le temps. Alors, il se trouve que les boîtes quantiques sont parmi les sources de photon uniques les plus rapides aussi. C'est-à-dire qu'on peut pédaler au gigahertz. Donc, c'est la fréquence de cadence fois la probabilité que j'ai introduite qui va définir le nombre de photons par seconde utile. Et c'est très important pour le début des calculs, des communications, etc. Oui, ça, je pensais plus à des applications type imagerie quantique, où par exemple, tu enverrais un photon et tu garderais le photon intriqué. Illumination quantique, des choses comme ça. Dans l'illumination, je pense que c'est vraiment la probabilité d'avoir un photon qui fait la différence. Pour le coup, il me semble que les avantages interviennent quand on a des états très, très, très loin du laser atténué. Oui, mais tu as aussi le nombre de photons par seconde qui revient dans ton signal à bruit. C'est vrai que très vite, on arrive à trouver ce genre de questions. Pour avoir l'avantage, il faut très peu de photons par pulse, quoi, mais... Il faut un photon par pulse avec une grande probabilité. Il en faut beaucoup par seconde. Quoi. Voilà, il en faut beaucoup par seconde et on sait qu'il n'y en a jamais plus qu'un. Voilà. Je crois qu'Antoine Godard a une question, mais... Vous m'entendez ou pas maintenant? J'ai rechargé la page. Non, c'est bon, ouais. Vas-y. C'était pour rebondir sur la question de Riyad. Bonjour, merci pour l'exposé, c'était passionnant. C'était si on veut aller vers les plus grandes longueurs d'onde. Du coup, vous parliez de faire la différence de fréquence. Ouais. Dans ce cas-là, je me demandais si on n'allait pas se retrouver avec les mêmes écueils qu'avec la SPDC, en fait. Parce que du coup, on fait la différence de fréquence, on va amplifier le photon. On va pas faire la somme de fréquence, effectivement. Par somme de fréquence, là, on transforme le photon en un photon somme. Et quand on fait de la différence, en fait, on en génère un nouveau, en plus du photon de différence de fréquence. Parce que ça ne peut pas, du coup... En fait, à partir du moment où il y a un seul photon d'un côté du processus, il n'y aura jamais plus qu'un photon à la sortie. La différence de fréquence, on amplifie, en fait. On peut pas amplifier le vide. Hein. Non, mais si vous envoyez vous avez une pompe à 780, vous utilisez votre photon comme pompe, en fait, c'est ça. Ah oui, excusez-moi, ouais. C'est-à-dire qu'on va... Le photon unique sert de pompe au processus de différence de fréquence. Ouais. Vous êtes annulé. Ah, donc vous n'avez pas... En fait, ça a été fait dans les deux sens, la somme et la différence. Hein. Ça a été fait dans tous les sens. En fait, si vous décrivez ça de manière quantique, les opérateurs correspondant à je détruis un photon et j'en crée deux autres, enfin, vous pouvez tourner dans tous les sens, mais à partir du moment où dans mon état de départ, j'ai qu'un seul photon, je ne vais jamais en créer plus qu'un de l'autre côté. C'est le photon qui est annihilé, c'est pas celui qui est amplifié, en fait. Ouais. D'accord, c'est la pompe du processus de SPDC, en fait. C'est pas le signal Nina-Idler. Là, j'ai pas fait attention. Non, mais c'est une bonne remarque. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que ça préserve, il a été montré que ça préserve toutes les qualités du photon. La qualité la plus subtile que j'ai essayé de présenter, qui est l'indiscernabilité, qui est en fait une superposition quantique pure, elle est préservée dans le processus de conversion de fréquence. Donc ça, c'est vraiment super. Donc c'est ce qui fait qu'on réfléchit beaucoup à est-ce que je vais faire des nouveaux matériaux pour faire des nouvelles sources ou est-ce que je vais simplement essayer de faire une conversion de fréquence la plus efficace possible et la moins onéreuse possible. Ah oui, c'est pas tout à regarder là-dessus. J'ai une question de Julien Le Gouette par le chat. Julien, tu veux prendre la parole directement ou... Ouais, je veux bien essayer. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, parce que j'ai le haut-parleur à côté, je ne sais pas si. Ouais, non, c'était juste, vous faisiez référence à la fin de la présentation aux futurs travaux sur le domaine acoustique. Ouais. Et qu'est-ce que c'est les perspectives de ces travaux? Et déjà, ouais, pour commencer. Alors, donc ça, c'est l'activité qui est portée par Daniel Kimura. Il y a deux... En gros, il est sur plusieurs sujets à la fois. Donc, il fait de la nano-acoustique classique, des résonateurs mécaniques pour faire de la modulation optique, etc. La nano-acoustique quantique, donc là, l'idée, c'est de
de réduire, de mettre un oscillateur mécanique dans un état quantique de vibration, donc c'est-à-dire réduire au maximum la vibration, ce qui fait que toute perturbation sera détectable. Et ça, c'est un domaine où il y a beaucoup de travaux sur les capteurs quantiques. Et puis le dernier sujet sur lequel on bosse ensemble, c'est sur l'idée d'utiliser les ondes acoustiques comme un vecteur d'intrication, c'est-à-dire intriquer. On aimerait, en fait, actuellement, tout ce que je vous ai raconté, c'est qu'on était capable d'intriquer les degrés de liberté internes d'un atome avec la lumière. Il y a tout un domaine de recherche qui s'est lancé depuis plusieurs années, qui essaye d'intriquer les degrés de liberté de l'atome avec une onde acoustique. Et l'intérêt, il est multiple, mais le premier intérêt, c'est que une onde acoustique, ça se couple à tout, quoi. Donc c'est la fréquence de l'onde acoustique qui va se coupler à l'atome n'a rien à voir avec la transition de l'atome en lui-même. Donc ça fait ce qu'on appelle un buzz quantique, c'est un truc qui peut connecter deux systèmes quantiques qui ne dépend pas en fait de la fréquence de part et d'autre des deux systèmes. Donc c'est un autre type de buzz quantique qu'on essaye d'explorer. Bon, on en est au tout début, on balbutie sur ces sujets-là. Ouais. Alors, j'aurais une question corollaire, c'est à quel point, du coup, ce genre de système serait sensible aux vibrations, aux bruits acoustiques. C'est-à-dire, vu les brillances là, et l'indiscernabilité, manifestement, là, les vibrations sont pas un problème. Et enfin, vu le domaine spectral aussi des vibrations, j'imagine que c'est pas dans le domaine des vibrations mécaniques. On va dire, je sais pas, jusqu'à une dizaine de kilohertz, un truc comme ça. Mais est-ce que pour que ce soit utilisable pour ce genre d'application, ça deviendrait un problème De quelles applications? Les applications simplement en photonique? En fait, je me demande si vous me posez la question sur quel est le rôle des vibrations dans les applications quantiques, ou est-ce que dans les applications que je viens de vous raconter, faire un bus quantique acoustique, qu'est-ce qui limiterait? Voilà, en fait, dans les applications optiques, apparemment, c'est pas un problème. Ouais. Et en revanche, à partir du moment où on chercherait à utiliser les ondes acoustiques comme détecteurs, oui, alors en fait, oui. Donc j'ai compris. Donc en fait, cette question, elle est, en fait, on fait toujours un raccourci quand on dit qu'on va mettre le résonateur dans son mode fondamental mécanique, par exemple. En fait, un système quantique, vous prenez n'importe quelle membrane, elle a 36 modes de vibration. Plein de modes de vibration. Quand on dit qu'on fait de la nanoacoustique quantique, en fait, on va réduire la probabilité le nombre d'excitations élémentaires dans un mode acoustique. Donc, il peut y avoir plein d'autres modes acoustiques autour, on s'en fiche. On étudie seulement un mode de vibration. Et c'est ce mode-là qu'on va mettre dans son état quantique. Ce n'est pas l'ensemble du système. Par exemple, on peut refroidir des systèmes dans leur état quantique à température ambiante si on part d'un mode mécanique qui a très grande fréquence, autour de 100 GHz. Pas besoin d'être dans un système cryogénique, ultra isolé, etc., pour l'emmener dans son état fondamental quantique. Malgré tout, le système il continuera à se coupler à plein d'autres modes mécaniques à des fréquences basses, de l'ordre du kilohertz, du mégahertz, etc., où là, il ne sera absolument pas dans son état quantique. Mais le principe du capteur quantique sera basé sur le fait que sur le mode mécanique que j'utilise pour sonder le système, il sera dans son état quantique fondamental. Mais comme vous disiez, il y a justement un couplage assez facile entre les différents modes acoustiques et du coup, ça rend très délicat le refroidissement d'un mode acoustique. Alors ça, là, on va rentrer à la limite de mes connaissances, mais si je fais l'analogie avec l'optique, des modes mécaniques de fréquences différentes qui se couplent, c'est quand on entre dans les régimes non linéaires de l'optomécanique. Donc, c'est des régimes à forte puissance, forte excitation, etc. Donc, c'est en général pas le régime dans lequel les expériences d'acoustique. Il faut choisir un objet suffisamment simple, entre guillemets, pour que et quand même le mettre dans un mode... Ouais. D'accord. Et alors, juste une petite question complémentaire. Est-ce qu'il est envisagé même de produire des phonons uniques? Oui, ça a même déjà été fait, en fait. Je ne suis pas capable de vous donner la référence comme ça, là, mais il y a eu récemment des expériences d'équivalent de G2, comme je vous ai montré, sur des phonons uniques. Et sur quel genre de médium? Enfin, sur quel genre d'objet
pense que c'était, j'ai peur de dire des bêtises, je pense que c'était des Surface Acoustic Wave avec des Supra. D'accord. Voilà, faut que je regarde, je ne sais plus le détail, mais si ça vous intéresse, en fait, le plus simple, c'est de contacter mon collègue Daniel Kimura, qui est le spécialiste du sujet dans l'équipe. Ok, d'accord. Merci. Alors, j'ai Riyad qui a levé la main, je crois, mais avant, j'ai une question d'Alain Refloc. Alain, tu veux prendre la parole ou tu... Oui. Donc la manip là, qui a été faite par les Chinois là, de suprématie avec 76 photons, donc en fait c'est pas très intéressant puisqu'en fait c'est pas vraiment programmable, sans doute à cause du fait qu'on peut pas faire des portes comme vous avez signalé, c'est-à-dire avoir des portes de contrôle. Donc l'autre techno qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu la techno qui est développée par Pascal aussi sur le plateau là. Ma question c'était donc cette techno-là normalement elle vise de façon pragmatique en gros à avoir un ordinateur quantique puisque moi c'est plutôt le sujet qui m'intéresse, on va dire 2000 qubits pour 2023 et donc qu'est-ce qu'on peut espérer je dirais de votre techno à vous, et si je comprends bien l'avantage, c'est que les technos un peu Pascal, ça va être limité en nombre de qubits, en grand nombre de qubits à cause du fait qu'il faut un grand nombre de lasers, et que vous, potentiellement, avec le côté distribué, fait qu'on peut aller plus haut. Et donc, les avantages de votre techno, si les problèmes techniques qui sont très importants enfin, sont réglés, en final, ça vous positionne au-dessus des autres solutions. Moi, je me garderais bien de faire cette analyse, d'une analyse où je positionnerais une plateforme au-dessus de l'autre. Je pense que la plateforme Pascal, elle est remarquable par sa capacité à mettre en œuvre dans un temps court un nombre de qubits important, 100 qubits, 1000 qubits, etc. Ça, c'est vraiment une super plateforme. Ensuite, dans la plateforme développée par Pascal, je pense que dans une première étape, ils vont plus être dans une approche de calcul quantique analogique que de calcul quantique digital. Donc, c'est ce qu'on appelle la simulation quantique, qui n'est pas tant tellement basée sur des portes logiques, mais plutôt sur la simulation de systèmes quantiques. Donc un problème qu'on va traduire sous la forme d'interaction entre les différents atomes. Et ça a des applications formidables. Les photons... pour l'instant, on n'est pas capable de faire 100 photons. Nos concurrents ont fait 20 il y a un an. Je pense qu'ils sont sur le point de faire 50. Comme vous dites, c'est pas intéressant le boson sampling, mais c'est pas fondamental la limitation. La suprématie qu'ils ont montrée récemment, c'est aussi une très belle technologie, mais c'est une technologie pour laquelle le chemin vers un ordinateur quantique universel à base de portes logiques, etc., est moins clair. Le protocole qu'ils ont utilisé, avec le même protocole avec des photons uniques, normalement, c'est juste une question de programmation du circuit optique, permet de faire du calcul avec des portes logiques, etc. Le problème, c'est l'efficacité de ces portes. Donc, en fait, comment répondre? Je pense qu'il y a des avantages sur chacune des plateformes. Les photons ont cet avantage qu'ils sont naturellement connectés à un réseau de communication, par exemple, via la conversion de fréquence dont on parlait tout à l'heure. C'est une plateforme il n'y a pas besoin d'interface entre les atomes et la lumière pour mettre l'ordinateur en réseau et s'assurer d'une interrogation sécurisée à distance. En termes de potentiel de calcul, je trouve que c'est compliqué de donner une réponse maintenant parce que, par exemple, si on arrive très prochainement à régénérer des états intriqués à 3 photons, il y a des portes énormes des verrous qui vont se lever, qui nous permettront d'aller largement au-delà des 20 qubits qui ont été annoncés avant. Je ne suis pas en position de faire une hiérarchisation des plateformes. Merci. Une question corrélée, est-ce que, effectivement, comme tu dis, sur les manips type Antoine Brouez, on voit bien le genre de problème qu'on peut espérer encoder sur la plateforme, genre optimisation de réseau, des choses comme ça. Sur des états clusters de photons, est-ce qu'on a aussi une vision un peu pareille? Il y a beaucoup de propositions côté ordinateur optique. Ouais. C'est-à-dire que même le boson sampling qu'on présente comme étant pas un système intéressant, en fait, des variantes du boson sampling sont intéressants. Il y a des papiers qui sortent sur les applications en machine learning, en optimisation aussi également. Mais avec les photons, je pense qu'il y a plein
il y a plein d'autres applications qui sont envisagées, qui en fait partent du même hardware, qui ne sont pas exactement stricto sensu dans la catégorie calcul, mais qui sont des objets attachés auxquels on pourrait être intéressé, comme la certification de génération de nombres aléatoires. Il y a des protocoles qui permettent de générer des nombres aléatoires, donc de façon avec une certification quantique, qui sont basés par exemple sur des protocoles très simples à base de lumière quantique, dont les degrés le degré quantique du caractère aléatoire et aussi va grandir suivant le nombre de photons intriqués qu'on va utiliser, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une plateforme versatile. Et d'ailleurs, dans la communauté d'optique quantique, ils ont. Moi, je suis rentrée récemment. Hein, moi, mon cœur de métier, c'est l'étude des processus à l'état solide pour faire des composants efficaces. Mais les collègues avec qui maintenant je collabore depuis quelques années, je vois qu'ils ont tout fait. Ils font de la simulation de molécules chimiques, ils font des protocoles de calcul quantique aveugles. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent en place, ils démontrent comment ils vont pouvoir faire marcher un ordinateur quantique en assurant que la personne qui possède la plateforme ne puisse pas accéder à l'information que celui qui l'utilise a, etc., etc. Donc, en fait, c'est très versatile. Mais ce n'est pas encore été porté à l'échelle. Il y a énormément de travail pour le porter à l'échelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je ne minimise absolument pas le travail qu'il y a devant nous pour arriver à faire quelque chose qui soit porté à l'échelle, aussi bien en termes de qualité des ports, de qualité des qubits, que de nombre de qubits accessibles. D'accord. Du coup, c'est correct de dire que ce n'est pas tant une course à qui fera le plus de qubits plus tôt, mais que chacun peut éventuellement adresser des types de problèmes. Moi, je pense que dans les débuts de l'histoire, c'est ça qui va se passer. Enfin, il y a des avantages sur chacun. Voilà. Et puis la plateforme à base d'atomes de Rydberg, elle est excellente pour la simulation. Je pense qu'en termes de qualité des portes logiques, ils ne sont pas encore au niveau des ions piégés, par exemple. Donc, il y a du travail. Enfin, je pense que le travail est énorme pour toutes les plateformes. On connaît tous nos talons d'Achille. La particularité de l'optique, c'est qu'il y a beaucoup de cette partie de talons d'Achille qui ne sont pas des limitations physiques, mais qui sont de l'ingénierie. C'est pour ça qu'il y a la start-up PsyQuantum qui s'est lancée dans une aventure technologique hallucinante, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Une question, Sylvain, c'est Malo. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre exposé, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question un peu, peut-être j'ai pas bien compris, un peu scolaire, sur la notion d'état quantique pur. Ouais. Si je me souviens bien, mes cours de mécanique quantique, à partir si on a un pur état quantique, on a une évolution unitaire. Ouais. Et dès qu'on fait une mesure sur le système, ça brise cette évolution unitaire. Ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est plus un état pur. Oui. Et donc, je voulais savoir comment vous vérifiez que vous avez un état quantique pur, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une mesure là-dedans. Alors, on est toujours dans une situation, on fait toujours des mesures projectives pour mesurer les états quantiques purs en état quantique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier le nombre de mesures pour accéder aux différentes composantes de cet état, pour le décrire complètement. Donc, par exemple, si j'ai un qubit alpha 0 plus bêta 1, c'est différent de dire j'ai ce qubit-là, c'est différent de dire j'ai ce qubit-là que de dire je mesure de temps en temps 0, de temps en temps 1 avec une probabilité alpha carré, bêta carré. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on apprend en mécanique quantique au début. On apprend que quand j'ai un état alpha 0 plus bêta 1, quand je fais une mesure, j'ai une probabilité alpha carré de trouver 0 et une probabilité bêta carré de mesurer 1. Donc ça, ces types de mesures-là ne permettent pas de discerner si j'ai alpha 0 ou bêta 1 ou si j'ai de temps en temps 0 ou de temps en temps 1. Mais il y a des mesures complémentaires qui permettent de mesurer ça, et c'est de faire des rotations dans des mesures dans des bases qui s'appellent 0 plus 1, 0 moins 1, qui par exemple, ou 0 plus I1, qui vont me permettre de mesurer la différence entre cet état quantique pur, qui donc a des coefficients alpha et bêta complexes, ou un mélange statistique temporel qui arrive en moyenne, où en fait je ne sais que j'ai une probabilité d'avoir l'un ou l'autre par la mesure. Est-ce que en gros, il faut que je vous fasse un cours sur la matrice densité en 3 minutes. C'est compliqué. Non, parce que j'avais le sentiment que ça me donnait, c'est que du coup, il y avait quand même une mesure sur le système. Et c'est ça qui me troublait en fait.
On fait toujours des mesures. Et à partir du moment où on mesure, j'ai l'impression que du coup, de facto, ça. Je replace ça dans mon contexte particulier dans lequel j'ai raconté ça. Ce que je veux, c'est que je suis en train d'utiliser un système à l'état solide, un atome artificiel qui est constitué de milliers d'atomes, etc., mais qui se comporte comme un système à 2 niveaux, comme un émetteur de lumière. Et je suis en train de vous dire, ça émet de la lumière dans un état quantique pur. Donc, ça veut dire que dans tout le processus d'excitation et d'émission de l'atome, eh bien, je ne dois pas avoir de processus non contrôlé, non unitaire. Ouais. Ensuite, c'est-à-dire que c'est pendant le processus d'émission. Pendant que je l'excite, il ne faut pas qu'il soit en train de se coupler au phonon, et pendant qu'il émet, il ne faut pas qu'il soit en train de se coupler au phonon. Mais une fois que le photon est émis, en fait, on sépare l'atome et le photon. Dans le processus d'émission spontanée, j'ai une intrication entre la lumière et la matière pendant le processus d'émission. Pendant que j'excite, mon atome va commencer à émettre, et donc, dans cette période intermédiaire, la lumière et la matière sont intriquées. Donc, si ma matière ne subit pas de vibrations, de bruit de charge, etc., je vais transférer l'information de l'atome vers le photon, et à la fin, mon photon, il sera échappé, il sera plus sensible à ce qui se passe dans le cristal. Et donc, s'il ne s'est rien passé au niveau de l'atome, lui, il sera dans un état pur. C'est ça l'histoire. D'accord. Merci, ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair. Merci. Oui, il est 12h32. Est-ce qu'il y a une autre question rapide et pressante, Pascal? Ou sinon, je pense qu'on peut… Dernière question à ce moment-là. Oui. C'était sur le processus d'excitation. Il est optique, si j'ai bien compris. Et on peut envisager une excitation électrique ou c'est complètement futuriste? Pas trop, non. Pas trop, justement pour ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que les processus d'excitation électrique, en général, c'est avec des diodes, avec des effets de transfert tunnel entre des états, etc. C'est difficile d'avoir des processus d'excitation électrique qui ne soient pas sujets à des processus non contrôlés, des diffusions de porteurs, des machins. Et donc, on veut un truc absolument contrôlé. Par contre, on pourrait un jour, si on arrivait à motiver des gens, parce qu'actuellement, comme je vous disais, pour exciter nos photons, on utilise un laser dans lequel j'ai en gros 1 picowatt de puissance. Donc, on peut faire avec les mêmes composants, on peut faire des petites puces. Si on pouvait faire des petits lasers intégrés, on pourrait contrôler électriquement le petit laser qui générerait l'impulsion lumineuse qui exciterait l'émetteur. Ouais. On va avoir quelque chose d'assez intégré comme ça, quand même. On aimerait beaucoup arriver à ça, mais il faut motiver des gens pour faire des lasers avec nous, des lasers ultra pas puissants, mais très cohérents. Ouais. Pas mal. Le problème est bien posé, déjà. Oui, le problème est posé, ça c'est clair. Encore merci, Pascal. Merci à vous, merci pour vos questions. Et puis, bon appétit à tous. Merci. Et puis à très bientôt pour un prochain séminaire. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.